Bonsoir et bienvenue sur l'échiquier international. Vous l'avez sans doute ressenti, la chaleur intense, brûlante dans toute la Méditerranée. Le mercure s'est emballé durant tout le mois de juillet, que les experts disent être le plus chaud de toute l'histoire des relevés météorologiques. Alors malgré les alarmes qui retentissent de partout, la COP, le GIEC, l'Organisation météorologique mondiale, la marche du changement climatique est imperturbable, elle semble inarrêtable. Et sa conséquence la plus palpable, à savoir le réchauffement, ne semble pas non plus inquiéter grand monde. Les incendies du mois de juillet dans plusieurs pays des deux rives de la Méditerranée laissent craindre le pire au moment où les modèles économiques des pays industrialisés sont questionnés à la fois sur leur empreinte sur le climat et sur leur appétit énergétique. Nous en parlons avec nos experts juste après ça. Alors pour débattre de changement climatique ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir une nouvelle fois nos experts économiques. Nazim Sini, vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille 1. Vous êtes en direct avec nous depuis Marseille. Bonsoir Nazim, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour votre invitation. Et depuis une autre ville méditerranéenne, en l'occurrence Oran, j'ai le plaisir d'accueillir notre professeur Abdelrahman Mebtouli. Vous êtes expert international en économie. Professeur, bonsoir. Merci de l'invitation. Alors sans plus tarder, jetons un coup d'œil sur ce qui s'est passé durant ce mois de juillet, qui a été selon les experts le mois de juillet le plus chaud et le mois tout court le plus chaud de l'histoire des relevés météorologiques. Dans ce sujet signé Souila Akilal. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. L'ère du réchauffement climatique est terminée et l'ère de l'ébullition mondiale est arrivée. C'est une déclaration choc du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a tiré la sonnette d'alarme quant aux effets directs du changement climatique. L'Organisation météorologique mondiale et le service Copernic ont annoncé que les 3 premières semaines de juillet ont été les plus chaudes jamais enregistrées et ce mois est en passe de devenir le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré, avec une température moyenne mondiale dépassant temporairement le seuil de 1,5 degré Celsius au-dessus du niveau pré-industriel. Le réchauffement climatique et l'impact du phénomène El Niño sont à l'origine de ce record. Cette anomalie est si importante que nous sommes pratiquement certains que le mois dans son ensemble deviendra le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré. Ce mois de juillet a connu une chaleur extrême qui a touché plusieurs continents simultanément. De nombreuses températures maximales inédites ou presque ont été atteintes. 48 degrés Celsius en Sicile, 47 à Palerme, 49 à Tunis et 48 degrés à Alger. Ce bouillonnement climatique a causé des incendies meurtriers qui se sont propagés autour du bassin méditerranéen, notamment en Grèce, en Algérie, en Tunisie et en Espagne, et dans d'autres pays voisins ces derniers jours. Mais également de violentes tempêtes, coupant parfois un pays en deux. L'Italie en a fait les frais, le sud du pays était en proie aux flammes et le nord balayé par des orages meurtriers. Je pense qu'il est très probable que les records que nous voyons maintenant soient sans précédent dans notre histoire au cours des derniers milliers d'années. Et comme vous le dites, très probablement sans précédent dans une plage de temps beaucoup plus longue, vraiment de l'ordre de 100 000 ans. Les conditions météorologiques extrêmes de ce mois de juillet sont malheureusement la dure réalité du changement climatique et un avant-goût de l'avenir. L'Organisation météorologique mondiale prévoit d'ailleurs qu'il y a 98% des chances qu'au moins une des 5 prochaines années soit la plus chaude jamais enregistrée. Il est plus que nécessaire qu'une action mondiale soit adoptée pour freiner les effets du changement climatique et pour reprendre les propos du secrétaire général de l'ONU, la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre est plus urgente que jamais. L'action climatique n'est pas du luxe, mais une nécessité. Nazim Sini, je disais que vous étiez en direct avec nous à Marseille, donc vous avez dû vous aussi la ressentir, cette extrême chaleur. Nazim Sini, est-ce déjà trop tard pour le réchauffement et le changement climatique ?
Oui, effectivement, vous savez que Marseille n'a pas été épargnée par ce mouvement de chaleur et ces canicules qui ont été extrêmement fortes, hein, sur tout le bassin méditerranéen. Et je peux vous dire qu'effectivement, il y a eu un impact très fort d'abord sur la productivité des salariés, puisque certaines entreprises ont dû tout simplement libérer leurs collaborateurs. Ça a eu un impact aussi sur une hausse des mortalités qui a été observée en milieu hospitalier. Et puis également, la plupart des pompiers, de la protection civile qui étaient sur le qui-vive. C'est-à-dire qu'on vivait pratiquement au rythme de ces canicules, de ces chaleurs et puis de ces départs de feu qui ont été circonscrits notamment aux alentours de Marseille. Mais pour répondre concrètement à votre question, il n'est jamais trop tard. Ce qui est trop tard malheureusement, c'est de stopper immédiatement les effets du réchauffement climatique, puisque le climat va continuer à s'emballer encore pour les décennies à venir. On estime que même si on réduisait immédiatement et qu'on atteindrait tout de suite la neutralité carbone, on retrouverait un climat plus clément qu'à l'horizon de 2040, voire 2045. C'est pour ça qu'il est urgent d'abord d'agir de concert avec toutes les nations du monde, que l'on puisse avoir des mécanismes internationaux financés. C'est surtout ça, parce que vous verrez, on en reparlera un peu plus tard dans l'émission, mais que le point d'orgue de la bataille climatique se trouve dans le financement pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a aussi également un volet très important qui va être celui de l'adaptation, puisqu'on sait maintenant avec certitude que les années qui vont suivre vont être extrêmement difficiles. Et les épisodes qu'on a vécus cet été vont se renouveler peut-être même plus intensément que les années précédentes. C'est pour ça qu'il est très important de se préparer, de préparer les populations, de sensibiliser les acteurs économiques, les gouvernements et aussi les pays qui ont du mal à se mettre en ordre de bataille face à ce changement climatique, puisque certains sont carrément dans le déni. Et je pense aussi qu'il est primordial après d'aller dans un autre volet qui est celui de l'atténuation, avec un plan d'action concret pour réduire notre empreinte carbone qui est issue majoritairement, on le sait, des énergies fossiles. Très bien, merci Nazim Sini. Professeur Abdrahman Mebtoul, les effets du réchauffement climatique sont bien là, ils sont pas palpables, on les vit, on les voit. Qu'en est-il justement des mesures de lutte contre le réchauffement et le changement climatique dont on parle beaucoup, mais dont on ne voit pas justement l'arrivée imminente? Bon, comme vous l'avez souligné dans votre émission, avec justesse d'ailleurs, moi j'ai eu l'honneur de présider la commission de la transition énergétique en juin 2019, justement à Marseille, où étaient présents les 5+5, tout le parcours méditerranéen au nom de l'Algérie qui a eu l'honneur de présider cette commission, et en présence effectivement de la Commission européenne, de la Banque mondiale, du FMI, où nous avons effectivement alerté sur les effets dévastateurs du réchauffement climatique, notamment au niveau du sud du bassin méditerranéen. Donc c'est comme la COP aussi de Paris, effectivement, entre les discours et la réalité, il y a un monde effectivement. Et comme vous l'avez souligné dans votre émission, on le voit en ce mois de juillet 2023, un réchauffement inégalé, effectivement. Mais il n'y a pas que ce réchauffement. Regardez ce qui se passe au Pakistan, ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe aux États-Unis. D'un côté, on a des pluies torrentielles qui, effectivement, détruisent les terres arables et se déversent directement dans les océans. De l'autre côté, nous avons des incendies. Donc, il y a un emballement, effectivement, de la planète. Et le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GEC, oui, le GIEC, disait que ça pourrait atteindre 1,5 Celsius. C'est dans ce cas entre 2050 et 2100. Et si c'est pas contenu à 1,5 Celsius au maximum, le climat risque effectivement de s'emballer. Ça, c'est un élément effectivement très très important. C'est que la lutte contre le réchauffement climatique engage, comme l'a dit mon ami de Marseille, la sécurité du monde, oui, où les rapports de l'ONU prévoient une sécheresse et des inondations sans pareil entre 2025 et 2030, notamment au niveau du bassin méditerranéen et du Maghreb et de l'Afrique, qui n'est pas responsable du réchauffement climatique, puisque selon le rapport de l'ONU, l'Afrique n'est responsable à moins de 5%.
Donc les plus grands pollueurs étant les États-Unis, l'Europe et la Chine. Et donc effectivement, il y a une responsabilité collective. Et fondamentalement, si nous échouons à passer à un monde à faible émission de carbone, c'est l'intégrité globale de l'économie mondiale qui serait menacée, car le climat mondial est un vaste système interconnecté. C'est que la biodiversité elle est frappée, mutilée avec des morts, des blessés humains et animaux. Oui. Donc vous voyez un peu le grand problème qui se pose, c'est-à-dire, comme je viens de le dire, c'est que le climat, c'est l'interconnexion. Et des pays qui polluent, ça a des répercussions sur des pays qui ne polluent pas. Très bien, professeur Abdelrahman Mtoul. Alors, Nazim Sini, depuis la déception et l'échec, on peut le dire désormais, donc de l'accord de Paris en 2015, on a l'impression que les différentes COP perdent un peu de leur intérêt, de leur importance et de leur impact justement sur les moyens de lutter contre le changement et le réchauffement climatique. Est-ce que, en quelque sorte, les scénarios catastrophistes des réalisateurs hollywoodiens ne semblent pas devenir, en quelque sorte, le pire cauchemar de l'humanité dès aujourd'hui et non pas dès demain? Oui, totalement. Et puis, vous faites bien de rappeler que les COP, en fait, sont devenus qu'une vaste réunion entre chefs d'État pour lesquels on ne se fait plus trop d'illusions, puisque la plupart des COP n'aboutissent sur aucun accord contraignant, sur aucune annonce forte qui va dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est pour ça que la plupart des associations, des ONG et des défenseurs contre le réchauffement climatique sont totalement déçus à chaque fois qu'il y a une COP qui est organisée. Et de plus, j'allais vous dire, il y a parfois un système de lobbying qui est très puissant de la part de certaines entreprises, de certains pays, pour faire tout simplement échouer des accords en faveur de mécanismes de lutte contre le réchauffement climatique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très délicat de parler de climat. Notamment les deux géants économiques du monde sont les nommés. Tout à fait. Donc celui qui est à l'est et celui qui est à l'ouest, parce que on sait pertinemment que lutter contre le climat, c'est renoncer à un certain confort, c'est renoncer à certaines industries extrêmement profitables, et ce n'est pas dans l'intérêt économique de ces pays qui sont à la recherche constante de croissance, j'allais dire presque irresponsable et quantitative. Maintenant, concernant le reste, vous avez raison, effectivement, dans les scénarios hollywoodiens où on voit par exemple la Terre se fondre en deux, des volcans jaillir, etc., qui sont très impressionnants, on a l'impression qu'on est en train de le vivre. C'est ça qui est complètement dramatique, c'est que la fiction a fini par rattraper la réalité, je vais vous dire. Donc, ou plutôt la réalité a rattrapé la fiction. Oui. Ce qui fait que aujourd'hui, il est urgent d'agir. Et je l'ai dit d'ailleurs dans l'une de vos émissions, c'est que on est en train de payer le prix fort d'abord de l'inaction climatique, du mépris envers les différents rapports scientifiques du GIEC, de l'ONU et même de la plupart des météorologues qui alertaient il y a déjà de ça il y a 20 ans. Vous imaginez, d'ailleurs, ça me rappelle la fameuse phrase qu'avait dite l'ancien président français Jacques Chirac en 2002 à Johannesburg, qui disait « Notre maison brûle et on regarde ailleurs ». Aujourd'hui, clairement, notre maison brûle et nous avec. Donc c'est pour ça qu'il est, pour moi, extrêmement urgent d'agir, parce que les gens n'ont pas conscience de l'impact que ça va avoir, notamment en termes de flux migratoires. On estime également qu'il va y avoir un impact sur le PIB de près de 7%. Rien qu'en 2022, pour vous donner un ordre d'idée, près de 327 milliards de dollars ont été chiffrés, notamment en lien avec les catastrophes naturelles, dont 115 milliards de dollars qui ont été à peine couverts par les compagnies d'assurance. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une ère, dans une nouvelle époque qui va fondamentalement métamorphoser la planète. Très bien, Nazim Sini. Professeur Mtoul, justement, cette recherche permanente de la croissance économique, en ces temps justement de crise économique dans le monde, et ce besoin insatiable d'augmenter les volumes d'approvisionnement énergétique, notamment dans les hydrocarbures, où plusieurs entreprises, sont les nommées, appellent justement à augmenter les investissements dans l'amont pétrolier, gazier par exemple. Est-ce que nous ne sommes pas dans une espèce de spirale, un cercle vicieux qui nous éloigne à chaque fois justement des mesures de lutte concrètes contre les effets du changement et du réchauffement climatique?
Bon, vous posez toute la problématique de la transition énergétique mondiale. Hein. Effectivement, le monde devrait s'orienter vers un nouveau modèle de consommation énergétique. Il faudrait qu'on apprenne à manger effectivement des aliments qui consomment de moins en moins d'eau, parce que l'impact du réchauffement climatique va poser une crise à la fois alimentaire et une crise de l'eau. Et là, je me félicite effectivement des actions de l'Algérie de généraliser effectivement les unités de dessalement de l'eau de mer à travers toute la côte. Comme je me félicite effectivement des dernières résolutions d'accélérer le programme de Solar. Oui. De 2000 mégawatts, bien que cela représente à peu près 10% du programme prévu entre 2023 et 2030. Toujours est-il, c'est que l'impact le réchauffement climatique a cet impact. Il faut bien qu'on mesure effectivement l'impact. Le premier impact, c'est la hausse du niveau des mers. Le constat est la hausse moyenne des températures qui provoque une fonte des glaces continentales. Le volume de glace fondue vient s'ajouter à celui des océans, ce qui entraîne une élévation du niveau des prés de mer. Comme le dit notre professeur, cela va entraîner des déflux migratoires très très importants, à la fois dû à la sécheresse notamment en Afrique, mais aussi de toutes les habitations qui sont près des côtes. Le deuxième impact, c'est que la modification des océans qui absorbent naturellement du gaz carbonique en excès dans les océans acidifie le milieu sous-marin, ce qui provoque la disparition de certaines, effectivement, espèces et des végétaux qui disparaissent, brisant l'écosystème. Le troisième élément, c'est que l'amplification des phénomènes météorologiques extrêmes provoque l'évaporation de l'eau, ce qui modifie le régime des pluies plus intenses avec des inondations qui les accompagnent dans certaines régions. Le quatrième effet, le réchauffement climatique est une menace sur les plantes et les animaux car les cycles de croissance des végétaux sauvages et cultivés sont modifiés, gelés, tardifs, etc. Le cinquième impact, c'est l'impact du réchauffement bouleverse les conditions de la vie humaine. Certains de ces effets sont irréversibles. Selon le rapport du GEC, environ 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans des habitations très vulnérables au changement climatique. Et sixièmement, le règlement climatique perturbe la distribution des ressources naturelles, leur quantité et leur qualité. Et un impact sur les rendements agricoles qui devraient baisser, si on ne fait pas prendre garde, de 2% tous les 10 ans. Oui. Et enfin, le dernier impact, c'est le financement. Comme l'a dit mon prédécesseur, c'est important. Selon l'AIE, globalement, il y a lieu d'investir chaque année 4 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, en dirigeant la majorité de ces investissements vers les économies en voie de développement et vers des investissements vers des véhicules électriques, l'hydrogène vert, le captage, le stockage de carbone et biocarburants, et sur l'efficacité énergétique en premier lieu dans le transport, l'énergie, le BTH. C'est que l'efficacité énergétique, c'est la plus grande économie d'énergie. Pour terminer l'élément, professeur, rapidement. Je termine par ça, c'est que l'Algérie est bien dotée puisqu'elle a à peu près 3000 heures de soleil. D'ensoleillement, oui, par an, en moyenne. L'utilisation de en théorie, le territoire désertique algérien, selon les études internationales, pourrait générer à lui seul plus de 169 400 TWh, parce qu'un TWh, c'est 1 million de mégawatts, soit 5000 fois la consommation nationale annuelle d'électricité, selon le rapport de Précis Berber. Mais le soleil ne suffit pas, il faut effectivement de la technologie et tout un programme pour arriver en Algérie à horizon 2030-2040 à subvenir à 40% de la consommation intérieure en produisant 22 000 MWh, dont 10 000 destinés à l'exportation. En n'oublions pas que l'Algérie a axé aussi sa stratégie sur l'hydrogène vert horizon 2030-2035. Très bien, professeur.
Nazim Sini, on a l'impression que cette question de lutte contre les effets du changement climatique est en somme une espèce de patate chaude que les différents pays industrialisés se passent en attendant qu'un miracle se produise. Et en attendant, justement, il y a cette question de l'industrialisation d'un continent comme l'Afrique, chose qui va justement faire appel à plus d'investissements dans l'énergie. Et même si l'on s'achemine vers des modèles de transition énergétique et de modèles énergétiques respectant peut-être le climat et la nature, cela doit impérativement passer par une phase d'industrialisation qui fera peut-être très mal en matière de réchauffement climatique et d'effet du changement climatique. Oui, tout à fait. Là, vous posez une vraie question sur justement le devenir du continent africain qui, par son industrialisation, va certainement augmenter son empreinte carbone. Mais vous savez, moi, j'ai une autre théorie où je me dis que finalement, en fait, vous savez, quand on veut lutter contre le réchauffement climatique, il faut qu'on fonctionne par système de compensation. Le but n'est pas d'atteindre le zéro rejet de CO2, mais plutôt d'atteindre une neutralité carbone. C'est-à-dire que l'on puisse compenser ce que l'on rejette en faisant des économies de carbone ailleurs. Et je crois fondamentalement que l'Afrique peut se tourner dans son processus d'industrialisation vers les énergies renouvelables, vers les industries de demain, les industries vertes. Je crois fondamentalement qu'on peut développer l'hydrogène, justement les ENR, donc les énergies renouvelables. Oui. Voilà, à travers le solaire, l'éolien, etc. Et puis aussi que les efforts qui seront faits par d'autres pays industrialisés, notamment le continent américain et européen, peuvent compenser quelque part à l'échelle planétaire avec la hausse temporaire des gaz à effet de serre africains. Et puis, comme l'a dit M. Meptol, il a totalement raison. Aujourd'hui, l'empreinte carbone à l'échelle mondiale de l'Afrique, elle est minime. Elle est moins de 7%. Oui, donc, il faut le rappeler. Voilà, tout à fait. Ça veut dire que, et c'est ça qui est paradoxal lorsqu'on analyse le réchauffement climatique, ou je dirais même quand on parle de dérèglement climatique, c'est que l'Afrique est la première victime du dérèglement climatique, mais elle est la moins contributrice en matière de rejet de gaz à effet de serre. C'est en cela que c'est injuste. Et c'est en cela aussi que l'Afrique doit absorber, j'allais dire, la moitié des financements qui sont mis sur la table par la communauté internationale pour lutter efficacement contre les effets néfastes auxquels elle fait face actuellement et auprès duquel elle va devoir faire face dans les années à venir. Mais je vous ai dit encore une fois, vous savez, c'est comme le numérique, pour faire un parallèle, c'est que vous pouvez sauter une étape et passer à l'étape suivante. Et je pense qu'on peut très bien penser l'industrialisation de l'Afrique sous le spectre de l'industrie verte de demain, celle du 21e. Peut-être réfléchir à ne plus exploiter les énergies fossiles, mais aller vers d'autres types d'énergie. Oui. Aller, pourquoi pas, vers l'automobile électrique ou à hydrogène vert, plutôt que d'aller vers le thermique. Penser d'ores et déjà, lorsqu'on construit nos infrastructures, à les adapter face aux températures très élevées que nous vivons actuellement. Vous voyez, c'est-à-dire prendre en considération d'ores et déjà la nouvelle donne météorologique, la nouvelle donne climatique auquel est confronté le continent. Très bien, merci Nazim Sini. Abdelrahman Meptoul, très rapidement, si vous le voulez bien, la prochaine COP, la COP 28, aura lieu à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre. Que faut-il en attendre concrètement ? Bon, vous savez, toutes les études internationales montrent que si la Chine, l'Inde et l'Afrique avaient le même modèle de consommation que les USA et l'Europe qui contrôlent 40% du produit intérieur brut pour moins d'1 milliard d'habitants, il faut 4 fois la planète. Donc c'est pas possible. Moi je terminerai par une vision quand même optimiste. Les données que j'ai officielles pour 2022 montrent tout de même que les investissements dans les énergies renouvelables, dans l'hydrogène vert, ont dépassé pour la première fois les investissements dans les énergies fossiles. Et là, pour terminer, moi je renvoie pour nos lecteurs algériens, puisque nous sommes en Algérie, le numéro 715 de février 2023 de la revue de l'ANPLJ qui a consacré un dossier très très important sur la transition énergétique et les énergies renouvelables qui engagent la sécurité nationale. Très bien Nazim Sini, nous avons encore 30 secondes. La COP28, que faut-il en attendre à Dubaï ?
Concrètement, rien du tout. Vous verrez que ce sera encore un feu de paille et une chimère. Mais moi, je crois fondamentalement à ce que les pays puissent se doter d'actions régionales. Et je prône une solution africaine pour le continent africain et non pas une solution imposée par Bruxelles ou Washington au continent africain. Très bien, des solutions du Sud pour le Sud, tout simplement. Merci, messieurs les experts, d'avoir animé ce petit débat sur les effets du changement climatique qui chamboule tout le bassin méditerranéen. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été fidèles à l'Échiquier international. Rendez-vous dès demain. Excellente suite des programmes sur Al24 News.